Personne ne veut de toi ici, a dit ma sœur. Mes tuteurs ont hoché la tête en signe d'approbation. Je n'ai pas discuté, j'ai juste fait mes valises. Ce matin, mon téléphone explosait avec 15 appels manqués. Moi, 22 heures, je n'aurais jamais pensé écrire ceci, mais me voilà, à 3 heures du matin, à fixer l'écran de mon téléphone avec 15 appels manqués de numéros que je n'ai pas vus depuis 3 ans. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 15 ans. Ma sœur, Emma, avait alors 19 ans, déjà à l'université, et notre tante et notre oncle sont devenus nos tuteurs légaux. C'étaient des gens bien, ou du moins c'est ce que je pensais, mais ils ont clairement fait savoir dès le premier jour que j'étais le fardeau qu'ils n'avaient jamais demandé. Emma était l'enfant prodige, étudiante en médecine, belle, populaire, tout ce qu'ils voulaient d'une fille. J'étais juste le petit frère maladroit qui rappelait à tout le monde la tragédie qui nous avait réunis. L'ambiance dans la maison était toujours différente quand j'entrais dans une pièce. Les conversations s'arrêtaient en plein milieu de phrases, et je surprenais ces regards échangés entre ma tante, mon oncle et Emma. Ils n'étaient pas subtils. Les dîners de famille sont devenus des exercices d'exclusion, où ils discutaient des réussites d'Emma, de son petit ami, de ses projets d'avenir, pendant que je restais assis là, à pousser la nourriture dans mon assiette comme si je déplaçais des meubles. J'ai essayé de m'intégrer, vraiment. J'ai rejoint l'équipe de débat, j'ai eu des notes correctes, j'ai même aidé à la maison sans qu'on me le demande. Rien n'a fonctionné. Le mur invisible entre nous ne faisait que s'épaissir de mois en mois. Ma tante soupirait chaque fois que je demandais quelque chose, des fournitures scolaires, la permission de sortir avec des amis, même des choses de base comme de nouveaux vêtements quand les miens devenaient trop petits. Mon oncle grognait des accusés de réception quand j'essayais de raconter quelque chose sur ma journée, puis reportait immédiatement son attention sur son journal ou son téléphone. Emma était le pire. Elle se montrait douce quand d'autres étaient là, jouant parfaitement le rôle de la grande sœur attentionnée, mais quand nous étions seuls, le masque tombait. Elle faisait des commentaires sur le fait que je drainais les ressources de nos tuteurs, que je devrais être reconnaissant qu'ils m'aient même gardé au lieu de me laisser aller en famille d'accueil. Elle avait cette façon de me faire sentir comme un intrus dans ce qui aurait dû être aussi ma maison. Le point de rupture est survenu pendant ma dernière année de lycée. J'avais été accepté dans une université d'État correcte avec une bourse partielle. J'étais excité. Enfin, quelque chose de bien se passait. Je pensais que cela changerait peut-être la façon dont ils me voyaient, que ça prouverait que je n'étais pas juste un poids mort. Je suis entré dans le salon où ils étaient tous assis ensemble, discutant des candidatures d'Emma en faculté de médecine. J'ai annoncé mon admission, brandissant la lettre comme si c'était un trophée. Le silence qui a suivi m'a paru d'un poids physique, me pressant sur la poitrine. Ma tante a regardé mon oncle, qui a regardé Emma, puis Emma m'a regardé avec cette expression que je n'oublierai jamais, pas de la colère, pas de la déception, juste une froide indifférence. Elle m'a dit que personne ne voulait de moi ici. Juste comme ça, d'un ton neutre, comme si elle commentait la météo. Elle a dit que j'avais été un fardeau assez longtemps, qu'il était temps que j'apprenne à me débrouiller seul au lieu d'attendre l'aumône de gens qui en avaient déjà fait plus qu'assez. Ma tante et mon oncle n'ont pas dit un mot, mais leur silence en disait long. Ils sont restés assis là, hochant la tête en accord avec chaque mot qui sortait de sa bouche. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes, attendant que quelqu'un la contredise, dise qu'elle était allée trop loin. Personne ne l'a fait. Mon oncle a finalement pris la parole, disant « Il était peut-être temps que je commence à penser plus sérieusement à mon avenir, que l'université coûtait cher et qu'il s'était déjà serré la ceinture pour soutenir 2 enfants qui n'étaient même pas les leurs. » Je n'ai pas discuté. À quoi bon? J'avais passé 3 ans à essayer de gagner ma place dans cette famille, et il était clair que je n'y arriverais jamais. Je suis monté, j'ai sorti le vieux sac de sport avec lequel j'étais arrivé et j'ai commencé à faire mes valises. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Ils ne sont même pas montés pour voir comment j'allais. J'avais environ $800 d'économie de mon travail à temps partiel à l'épicerie locale. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était assez pour commencer ailleurs. Je suis parti cette nuit-là pendant qu'ils dormaient, j'ai pris un bus Greyhound pour la ville où se trouvait mon université, et je n'ai jamais regardé en arrière. Les 3 années suivantes ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus enrichissantes. Je travaillais 2 emplois tout en allant à l'université à plein temps, agent de sécurité de nuit dans un entrepôt et des services le week-end dans un restaurant. Je vivais dans l'appartement le moins cher que je pouvais trouver, je mangeais des nouilles ramen plus de jours que je ne veux m'en souvenir,
et je portais les 3 mêmes tenues en rotation jusqu'à ce qu'elles tombent en lambeaux. Mais j'ai réussi. Il le fallait. Il n'y avait pas de filet de sécurité, pas de famille à appeler quand les choses devenaient difficiles, personne pour me tirer d'affaire quand je ne pouvais pas payer le loyer. Chaque semestre était une bataille pour rassembler l'argent des frais de scolarité, chaque mois était un calcul minutieux des factures que je pouvais me permettre de payer en retard. J'ai appris à réparer ma propre voiture, à cuisiner mes propres repas, à gérer mes propres problèmes. L'université n'était pas seulement pour obtenir un diplôme pour moi, c'était pour me prouver quelque chose. Je me suis jeté dans mes études avec une intensité qui m'a même surpris. Je me suis spécialisé en informatique, j'ai passé d'innombrables heures au laboratoire et j'ai obtenu mon diplôme avec les félicitations du jury. Plus important encore, j'ai décroché un emploi dans une jeune pousse technologique avant même de monter sur scène. L'entreprise était petite mais en pleine croissance, et j'avais une fin de réussir qui a impressionné mon patron. Pendant que les autres nouvelles recrues cherchaient un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, je faisais des semaines de 60 heures et je me portais volontaire pour chaque projet difficile qui se présentait. J'avais quelque chose à prouver, non seulement à ma famille mais à moi-même. En 6 mois, j'avais été promu 2 fois. En 1 an, je dirigeais ma propre équipe. La jeune pousse a été rachetée par une grande entreprise technologique, et soudain, mes options d'achat d'actions valaient plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé en avoir. Dès ma 2e année après l'université, je gagnais un salaire à 6 chiffres et j'avais été débauché par 3 entreprises différentes. J'ai acheté un bel appartement en ville, j'ai eu une voiture correcte, j'ai commencé à construire la vie que j'avais toujours voulu. Mais la meilleure partie n'était pas l'argent ou le succès, c'était la confiance qui venait du fait de savoir que j'avais tout fait moi-même. Chaque réussite me semblait méritée d'une manière qui, je pense, n'aurait pas été la même si j'avais eu le soutien d'une famille sur laquelle m'appuyer. Je ne les ai jamais contactés, pas une seule fois en 3 ans. Je n'ai pas envoyé de carte de Noël, je n'ai pas appelé pour les anniversaires, je ne leur ai pas donné de nouvelles de ma vie. En ce qui me concernait, ils avaient fait leur choix cette nuit-là quand Emma m'a dit que personne ne voulait de moi. Je ne faisais que respecter leurs souhaits. Puis, ce matin est arrivé. Je me suis réveillé avec 15 appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était familier. C'était chez moi. Mon premier instinct a été de tout supprimer et de continuer ma journée, mais la curiosité l'a emporté. J'ai rappelé l'un des numéros. C'était ma tante, et sa voix était différente, plus faible, en quelque sorte, moins sûre d'elle que dans mon souvenir. Elle m'a dit qu'Emma se mariait le mois prochain et qu'il voulait que je vienne au mariage. Elle a dit qu'ils essayaient de me trouver depuis des semaines, qu'Emma avait spécifiquement demandé que je sois là. J'ai failli rire. Après 3 ans de silence complet, ils voulaient que je me présente et que je joue à la famille heureuse pour le grand jour d'Emma. J'ai demandé à ma tante pourquoi ils pensaient que je voudrais être là, étant donné la façon dont notre dernière conversation s'était terminée. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit que des choses avaient été dites sous le coup de la colère qui n'auraient peut-être pas dû être dites. N'auraient peut-être pas dû être dites. Pas qu'elles étaient fausses, pas qu'ils étaient désolés, juste que peut-être elles n'auraient pas dû être dites. Je sentais cette vieille colère familière monter dans ma poitrine, le même sentiment que j'avais eu cette nuit-là en faisant mes valises. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Elle a mentionné que le fiancé d'Emma venait d'une famille riche, que le mariage allait être une grande et coûteuse affaire, et qu'Emma s'était vantée auprès de tout le monde du succès de son petit frère. Apparemment, elle disait aux gens que j'étais une sorte de génie de la technologie, donnant l'impression qu'elle avait toujours soutenu ma carrière. C'est là que j'ai compris. Ils ne voulaient pas de moi parce que je leur manquais ou parce qu'ils avaient réalisé qu'ils m'avaient maltraité. Ils voulaient de moi parce qu'Emma avait besoin de moi pour bien paraître devant sa nouvelle belle famille. J'étais censé être son petit frère qui a réussi, la preuve qu'elle venait d'une bonne famille, qui produisait des gens performants. J'ai dit à ma tante que j'y réfléchirais et j'ai raccroché, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai passé le reste de la journée à prendre des dispositions. J'ai pris des congés, j'ai réservé un vol pour la maison et j'ai commencé à planifier. Si Emma voulait son petit frère qui a réussi à son mariage, elle l'aurait. Juste pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Première mise à jour. Je suis rentré à la maison 2 jours avant le mariage. La ville était exactement la même, comme si elle avait été figée dans le temps depuis mon départ. Je me suis enregistré dans le plus bel hôtel de la région, un endroit qui aurait été incroyablement cher pour le jeune de 18 ans qui était parti en bus Greyhound 3 ans plus tôt. J'avais fait mes recherches.
Le fiancé d'Emma venait d'une vieille fortune, sa famille possédait une chaîne de restaurants prospères à travers l'État. Le mariage avait lieu au club privé avec plus de 200 invités attendus. Emma planifiait apparemment cela depuis des mois, et d'après ce que j'ai pu glaner en fouinant sur les réseaux sociaux, elle se présentait comme venant d'une famille stable et solidaire. Le dîner de répétition avait lieu la veille du mariage. Je n'étais pas invité, évidemment, mais je me suis arrangé pour être vu en ville. Je suis allé à l'épicerie où je travaillais, portant un costume qui coûtait plus que ce que je gagnais en un mois à l'époque. Mon ancienne directrice m'a à peine reconnu, mais quand elle l'a fait, la nouvelle s'est répandue rapidement. Les petites villes sont comme ça. J'ai dîné dans le meilleur restaurant de la ville, celui où ma famille allait pour les occasions spéciales quand mes parents étaient en vie. Je me suis assuré de donner un pourboire généreux et de discuter avec le personnel. Au moment de mon départ, la moitié de la ville savait que j'étais de retour, et tout le monde parlait de combien j'avais l'air différent, combien j'avais l'air de réussir. Le mariage était à 14 heures. Je suis arrivé à 13h45 précise, vêtu d'un costume anthracite perfectly taillé avec des chaussures en cuir italien. J'étais élégant, et je le savais. Plus important encore, j'avais l'air de réussir d'une manière qu'il serait impossible d'ignorer. Au moment où je suis entré dans le club privé, les conversations se sont tues. Je pouvais voir les gens se donner des coups de coude, me montrer du doigt, chuchoter. Ma tante m'a repéré la première, et l'expression sur son visage était inestimable, surprise, confusion, et quelque chose qui aurait pu être de la fierté si je ne savais pas mieux. Emma était dans la suite nuptiale, mais la nouvelle de mon arrivée lui est parvenue rapidement. Elle est sortie me voir, encore en peignoir, les cheveux à moitié faits, et pendant un instant, elle ressemblait exactement à la sœur dont je me souvenais de mon enfance, avant que tout ne tourne mal. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous étions proches, comme si les 3 dernières années n'avaient pas eu lieu, comme si ce n'était pas elle qui m'avait dit que personne ne voulait de moi. Elle m'a dit à quel point elle était contente que je sois venu, à quel point cela comptait pour elle d'avoir son petit frère à son mariage. Elle m'a présenté à ces demoiselles d'honneur comme son frère cadre supérieur en technologie qui a réussi, celui dont elle avait toujours été si fière. J'ai joué le jeu. J'ai souri, j'ai fait la conversation, je l'ai laissé me montrer à quiconque voulait bien écouter. Sa future belle-mère était particulièrement intéressée par ma carrière, posant des questions détaillées sur mon entreprise et mon rôle. Je pouvais voir Emma rayonner pendant que je décrivais mon travail, comme si elle était personnellement responsable de mon succès. La cérémonie était magnifique, je lui accorde ça. Emma était éblouissante, son fiancé semblait sincèrement heureux, et pendant un instant, j'ai presque eu des remords pour ce que je projetais de faire. Presque. Mais ensuite est venue la réception, et la demoiselle d'honneur d'Emma a fait un discours sur la chance qu'avait Emma d'avoir une famille si solidaire, sur la façon dont sa tante et son oncle l'avaient élevée, elle et son frère, avec tant d'amour et de soin après la mort de leurs parents. Elle a parlé de la famille soudée qu'ils formaient, de la façon dont ils avaient toujours été là les uns pour les autres contre vent et marée. J'étais assis à la table familiale, écoutant cette version conte de fées de notre histoire familiale, regardant ma tante et mon oncle hocher la tête comme s'ils y croyaient eux-mêmes. Emma était radieuse, complètement prise dans le fantasme qu'elle avait créé. C'est là que j'ai su qu'il était temps. Deuxième mise à jour. Quand ils ont appelé pour les discours de la famille, je n'étais pas sur la liste, mais je me suis levé quand même, tapotant mon verre de champagne avec mon couteau jusqu'à ce que le silence se fasse dans la salle. Emma avait l'air surprise mais ravie, son petit frère qui a réussi voulant dire quelques mots sur sa sœur bien-aimée. J'ai commencé par les banalités. J'ai parlé de la beauté d'Emma, de mon bonheur pour elle et son nouveau mari, de la merveille qu'est le mariage. La salle était conquise, en particulier la nouvelle belle famille d'Emma, qui rayonnait devant ce jeune homme éloquent et bien habillé, clairement dévoué à sa sœur. Puis, j'ai changé de ton. J'ai parlé de la famille, de ce que signifie vraiment se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. J'ai mentionné que certaines familles restent unies quoi qu'il arrive, tandis que d'autres font clairement comprendre que certains membres sont plus les bienvenus que d'autres. La salle était toujours avec moi, mais je pouvais voir Emma commencer à paraître nerveuse. Je leur ai raconté la nuit où j'ai quitté la maison. Je n'ai pas donné de nom, je n'ai pointé personne du doigt, j'ai juste raconté l'histoire exactement comme elle s'est passée. J'ai décrit le fait qu'on m'ait dit que personne ne voulait de moi, qu'on m'ait encouragé à partir par les personnes même qui étaient censées être ma famille. J'ai parlé de faire mes valises à 18 ans et de partir avec rien d'autre que $800 et un billet de bus. La salle était devenue complètement silencieuse. Je pouvais voir le visage d'Emma pâlir, son nouveau mari avoir l'air confus,
sa belle famille échangeait des regards. Ma tante et mon oncle fixaient leurs assiettes comme s'ils voulaient disparaître. Mais je n'avais pas fini. J'ai parlé des 3 dernières années. J'ai décrit le fait de travailler 2 emplois tout en allant à l'université, de vivre de nouilles ramen, de porter les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. J'ai parlé d'obtenir mon diplôme avec les félicitations du jury sans famille pour le voir, d'être promu sans personne avec qui partager la bonne nouvelle, de construire une carrière réussie entièrement par moi-même. J'ai clairement indiqué que chaque réalisation, chaque succès, chaque moment de bonheur que j'avais connu avait été gagné sans aucune aide des personnes assises à cette table. Je les ai remerciés, je les ai vraiment remerciés, de m'avoir appris que la seule personne sur qui je pouvais vraiment compter, c'était moi-même. Puis j'ai levé mon verre et j'ai porté un toast à Emma et à son nouveau mari, leur souhaitant un mariage bâti sur l'honnêteté, le soutien et l'amour inconditionnel et toutes les choses que j'avais apprises être si importantes en ne les ayant pas. Le silence qui a suivi était assourdissant. Emma pleurait, mais pas les larmes de joie qu'on attend à un mariage. Son nouveau mari regardait d'un côté à l'autre entre nous, essayant clairement de reconstituer ce qui venait de se passer. La belle famille avait l'air d'avoir reçu une gifle. J'ai fini mon champagne, j'ai posé le verre et je me suis dirigé vers Emma. Je l'ai serrée dans mes bras une dernière fois, je lui ai dit que j'espérais qu'elle serait heureuse et je lui ai souhaité bonne chance avec sa nouvelle famille. Puis je suis sorti du club privé et j'ai conduit directement à l'aéroport. 3e mise à jour. Je suis de retour chez moi maintenant, et mon téléphone n'arrête pas de vibrer depuis une semaine. Emma a appelé des dizaines de fois, a laissé des messages vocaux allant de la colère aux supplications et aux excuses. Ma tante et mon oncle ont également pris contact, soudainement très intéressés à avoir une relation avec leur neveu qui a réussi. Le meilleur, ce sont les messages que je reçois d'autres personnes qui étaient au mariage. Apparemment, mon discours est devenu le sujet de conversation de la ville. Plusieurs personnes m'ont contacté pour me dire qu'elles n'avaient aucune idée de ce que j'avais traversé, qu'elles avaient toujours supposé que j'étais juste parti à l'université puis occupé par ma carrière. La nouvelle belle-mère d'Emma m'a appelé directement, ce qui était inattendu. Elle m'a dit qu'elle était consternée par ce qu'elle avait entendu, qu'elle n'avait aucune idée qu'Emma venait d'une situation familiale aussi dysfonctionnelle. Apparemment, il y a eu des conversations très inconfortables dans leur foyer sur le type de famille dans laquelle Emma se mariait. Les photos du mariage racontent toute l'histoire. On peut voir le moment exact où l'ambiance a changé, où les gens ont réalisé ce qu'ils entendaient. Le visage d'Emma sur ces photos me brise un peu le cœur, mais pas assez pour me faire regretter ce que j'ai fait. Ma tante a laissé un message vocal hier, disant qu'ils veulent arranger les choses, qu'ils réalisent qu'ils ont fait des erreurs quand j'étais plus jeune. Elle a dit qu'ils sont fiers de ce que j'ai accompli et veulent faire partie de ma vie à l'avenir. Elle a même mentionné la possibilité de m'aider à acheter une maison, comme si l'argent pouvait effacer 3 ans de silence. Le dernier message d'Emma était différent des autres. Elle n'a pas essayé de justifier ce qui s'est passé ou de trouver des excuses. Elle a juste dit qu'elle était désolée, qu'elle avait été jeune, stupide et jalouse de l'attention que je recevais de nos tuteurs. Elle a dit qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas retirer ce qu'elle avait dit, mais elle voulait que je sache qu'elle l'avait toujours regretté. J'ai failli la croire. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Après la mort de mes parents, il y a eu une assurance vie, pas énorme mais suffisante pour aider avec les frais universitaires pour nous deux. Je n'en ai jamais vu un centime. Quand j'ai posé la question une fois, on m'a dit que ça avait été utilisé pour les dépenses du ménage, pour prendre soin de nous deux. Je ne l'ai jamais remis en question parce que j'étais juste un gamin qui ne comprenait pas comment ces choses fonctionnaient. La semaine dernière, j'ai engagé un avocat pour examiner la question. Il s'avère que l'argent a été placé dans un fonds en fiducie qui devait être partagé entre Emma et moi à nos 18 ans. Emma a eu sa part quand elle est allée à l'université. La mienne n'a jamais été distribuée parce que j'avais quitté la maison et ils ont prétendu ne pas savoir comment me joindre. 53 000 $. C'est ce qui se trouvait sur un compte à mon nom pendant que je travaillais 2 emplois et que je mangeais des nouilles ramen pour survivre à l'université. De l'argent qui aurait pu tout changer pour moi. De l'argent dont ils m'ont laissé croire qu'il n'existait pas. Je ne suis plus en colère. La colère est une émotion trop faible pour ce que je ressens. Je suis déçu, mais pas surpris. C'est exactement ce qu'ils ont toujours été, des gens qui voient la famille comme conditionnelle, l'amour comme quelque chose qui doit être mérité, et le soutien comme quelque chose qu'ils peuvent retirer quand cela leur convient. L'avocat dit que je peux réclamer l'argent, plus les intérêts. Je le ferai probablement. Pas parce que j'en ai besoin maintenant, mais parce que c'est à moi,
et ça l'a toujours été. Plus important encore, c'est la preuve que même quand ils avaient la chance de m'aider, même quand il y avait de l'argent spécifiquement mis de côté pour mon avenir, ils ont choisi de ne pas le faire. Je ne répondrai pas à leurs appels ou à leurs messages. Je n'assisterai pas aux futures réunions de famille ni n'essaierai de reconstruire des relations qui n'ont jamais vraiment existé. J'ai appris quelque chose d'important cette nuit-là, il y a 3 ans, en faisant mes valises, parfois, la famille dans laquelle on n'est pas la famille qu'on mérite. Je me suis construit une belle vie, entouré de gens qui ont choisi d'en faire partie plutôt que de gens qui se sentaient obligés de me tolérer. J'ai des amis qui célèbrent mes succès et me soutiennent dans mes échecs. J'ai des collègues qui respectent mon travail et des mentors qui croient en mon potentiel. J'ai un avenir que je construis brique par brique, entièrement selon mes propres termes. Emma a eu son mariage parfait, du moins jusqu'à ce que les discours commencent. Elle a eu son mari riche et son conte de fées, jusqu'au moment où la réalité a gâché la fête. J'espère que ça en valait la peine. J'espère que les 3 ans de silence, les occasions manquées d'arranger les choses, le choix de ne me contacter que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose de moi, j'espère que tout cela valait les quelques heures passées à prétendre que nous étions une famille heureuse. Quant à moi, j'ai fini de faire semblant. J'ai fini d'espérer des excuses qui ne viendront jamais ou une acceptation qui n'a jamais vraiment été offerte. J'ai fini d'être le membre de la famille qu'ils ne reconnaissent que lorsque cela leur convient. J'ai 22 ans. J'ai du succès. Je suis heureux. Et je suis libre. C'est plus que tout ce que j'aurais jamais cru avoir à 18 ans en faisant mes valises dans une maison où personne ne voulait de moi. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. Parfois, c'est simplement de bien vivre et de laisser les gens qui vous ont blessé voir exactement ce qu'ils ont perdu quand ils ont décidé que vous ne valiez pas la peine d'être gardé. Mon téléphone vibre encore d'appels manqués. Je crois que je vais l'éteindre pour un moment.